Voilà, parfait. Très bien. Donc, la présentation d'aujourd'hui va porter effectivement sur le traitement des sols, mais sur un domaine un peu particulier qui est plutôt le domaine d'ouvrage hydraulique. Donc, et plus particulièrement, donc, les travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'un marché expérimental, dans le cadre du projet du canal Seine-Nord. Et juste, oh, ça bouge pas. Très bien. Donc, un mot vite fait sur le projet Canal Seine-Europe. C'est un projet qui va nécessiter quand même la réalisation de quasiment 110 km de canal de grande largeur et qui va induire un mouvement assez important en termes de déblai remblai concernant plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes. Donc, la présentation d'aujourd'hui ne portera pas sur ce projet-là, ni sur le design qui est du ressort plutôt des maîtres d'œuvre, mais plutôt sur un sujet particulier qui concerne les dispositifs d'étanchéité du canal. Effectivement, aujourd'hui, afin de maintenir le bon fonctionnement de cet ouvrage, il est prévu différents dispositifs d'étanchéité qui doivent répondre à différents critères, donc un critère de réutilisation maximale des matériaux du site, des critères de perméabilité qui doivent être vérifiés, et puis un ensemble aussi de contraintes de fonctionnement qui sont liées, on va dire, à la tenue de l'érosion, à la tenue vis-à-vis les différents chocs euh, et autres. Donc, la société du Canal Seine-Europe, qui est responsable du design et de la réalisation du projet, a lancé un appel d'offres pour un marché expérimental destiné effectivement à répondre à un certain nombre d'objectifs qui concernent tout d'abord la valorisation de l'ensemble des matériaux du site, donc à savoir principalement les limons écrés, la définition d'un dispositif d'étanchéité qui peut être retenu par les maîtres d'œuvre ou non pour constituer un dispositif d'étanchéité, et aussi définir donc l'ensemble des modalités de traitement, des conditions de mise en œuvre, et puis aussi comparer les résultats qu'on va obtenir en laboratoire avec les bons d'essai et toutes les planches expérimentales qui ont été réalisées, à la fois en comportement à court terme, mais aussi en comportement à long terme. En parallèle à ce marché-là, il y a eu un deuxième marché qui concerne l'instrumentation de l'ensemble de ces planches expérimentales. Donc la présentation n'abordera pas ce sujet-là, mais vous pouvez le trouver sur d'autres présentations faites par le CEREMA et l'UGE concernant ce marché R&D. Donc, ce marché particulier, bon, c'est le marché des essais de perméabilité sur les courroies d'étanchéité, dont le groupement mandaté par Bouygues Travaux Publics, ISL et Razelbeck a remporté ce marché-là et a réalisé ses travaux en 2019-2021. Donc, en étroite collaboration avec le maître d'œuvre qui est la Société du Canal Seine-Nord et l'ensemble des maîtres, pardon, le maître d'ouvrage qui est la Société du Canal Seine-Nord et l'ensemble des maîtres d'œuvre pour les différents secteurs. Et ce travail-là a été aussi suivi en étroite collaboration avec le comité scientifique et technique de la Société du Canal. Donc, principalement, le dispositif d'étanchéité dont on parle est celui que vous voyez affiché ici. Donc, il est constitué de deux couches dont les fonctions sont assez distinctes. Une première couche qui va jouer le rôle d'étanchéité à travers une perméabilité de l'ordre de 10-8 sur une épaisseur de 40 cm. Et puis une deuxième couche qui jouera un rôle de protection vis-à-vis les résistances à l'érosion, la résistance au choc, qui doit aussi comporter des résistances mécaniques particulières et doit aussi durer dans le temps. Tout ça, bien sûr, avec une valorisation maximale des matériaux. Donc, on imagine pouvoir utiliser ces limons-là à la fois dans les couches de protection et les couches d'étanchéité, et puis aussi valoriser les craies qu'on peut trouver sur le long de la trace pour réaliser cette couche de protection. Et puis, pour répondre à ces critères-là, ben, on a imaginé différents types de traitements que vous voyez dans ce tableau-là qu'on va aborder tout au long de cette présentation-là, et puis différents paramètres qu'on a cherché à suivre, à la fois mécanique, hydrique, en termes de perméabilité, aussi des paramètres d'érosion, sachant que comme je disais, chaque couche présente un comportement particulier et des résistances particulières. Donc la démarche et la méthodologie qui a été abordée se base déjà sur une phase d'étude en laboratoire qui a permis de définir un ensemble de modalités permettant d'atteindre les objectifs à la fois pour la couche d'étanchéité et aussi la couche de protection, donc afin de réaliser par la suite, dans un second temps, des études in situ, dont l'objectif est de vérifier l'obtention des paramètres in situ, de vérifier effectivement les conditions de mise en œuvre, et sur la base de ces essais préliminaires, de réaliser des ouvrages pilotes, principalement deux bassins de rétention d'eau, et de suivre leur évolution dans le temps après une mise en eau. En parallèle à ça, il y a eu toute une partie aussi d'études en laboratoire sur le suivi de l'évolution des caractéristiques des matériaux à long terme aussi sur certaines formulations. Donc,
En termes de matériaux, plutôt en termes de ressources de projet, on a principalement deux grandes familles de matériaux qui peuvent être valorisés dans ce type de dispositif. Tout d'abord, les limons qu'on retrouve un peu partout le long de la trace, principalement, on va dire, de deux natures, plutôt des limons A2 qui sont en surface un peu plus argileux, et des limons de nature plutôt A1, limite A2, qui sont un peu plus en profondeur et qui présentent les caractéristiques que vous voyez dans les courbes à gauche pour le limon A1 et à droite pour le limon A2. Quelques petites informations supplémentaires, notamment sur les courbes granulométriques de ces matériaux-là, et puis aussi sur l'évolution, on va dire, d'argilosité, plutôt de passons à 2 microns en termes de profondeur qu'on retrouve dans des différents matériaux. Donc ça, c'était la première ressource pour le projet, donc qu'on a considéré dans notre étude. Et la deuxième concerne la craie, qui est aussi, on peut dire, c'est le substratum pour ce projet-là, quasiment le long de toute la trace. Et puis, principalement pour l'étude, on s'est basé sur une craie qu'on a extrait très proche de la trace du canal. Et c'est une craie qui sort plutôt en qualité donc R21 avec des densités de type autour de 1,60. Et vous voyez, vous avez aussi la courbe Proctor ici à droite. Donc, on va passer à quelques résultats. Je tiens à préciser qu'on a fait pas mal d'essais, donc on ne va pas présenter tous les résultats qu'on a fait. Au regard aussi du temps alloué, je vais peut-être pas passer beaucoup de temps sur la description des protocoles de traitement ni sur le type d'essai, mais n'hésitez pas à me poser des questions par la suite. J'y répondrai avec plaisir pour décrire quels sont les essais, enfin le protocole exact des essais ou le type exact. Donc, commençons déjà par quelques résultats d'essais de perméabilité, donc, qui concernent cette fois-ci des formulations destinées à être utilisées en couche d'étanchéité. Donc, nous avons testé différents types de compactage, différents teneurs en eau et des capacités visées, et avec des produits de traitement de type bentonite et kaolinite. L'idée étant de trouver une formulation qui fonctionne à minima en termes de perméabilité. Plusieurs ont répondu à ce critère-là, et la formulation qui a été retenue, c'est la formulation avec 2% de bentonite, pardon, avec un compactage dynamique et qui permet d'atteindre largement le seuil de perméabilité ou de conductivité hydraulique, si vous voulez, qui est fixé à 1,10-8 mètres par seconde. Maintenant, les résultats que je vous présente concernent cette fois-ci les formulations qui sont destinées pour la couche de protection. Donc, les courbes que vous voyez représentent l'évolution des performances mécaniques en termes de modules et de résistance à la traction en fonction du temps de cure pour différentes modalités de traitement du limon A1 avec différents dosages de chaux et de liant et différentes capacités. Puis on voit un comportement, on va dire, classique avec une évolution visuelle en fonction de temps. Donc des critères de vérification en gel qui sont vérifiés dès le jeûnage à peu près à 30 jours avec un RIT supérieur à 0,25. On s'est intéressé aussi au comportement vis-à-vis l'érosion, principalement l'érosion externe avec des essais de type jet qu'on a réalisé avec l'INRAE et qui ont permis aussi d'appliquer donc des contraintes assez élevées. Malgré l'application de ces contraintes, les matériaux ne sont pas du tout érodés. Donc les photos que vous voyez, c'est les photos après et avant essai et qui ont effectivement montré une contrainte critique minimale supérieure à 1000 pascal, sans pour autant induire une érosion quelconque. Donc effectivement, ces formulations-là montrent déjà une résistance au gel, d'excellentes performances mécaniques, mais aussi une absence d'érosion du matériau. On peut voir des résultats similaires qui ont été réalisés cette fois-ci, toujours pour les formulations de couches de protection, mais cette fois-ci avec le matériau de craie, donc traité au liant hydraulique, avec différentes formulations aussi, différents dosages. Et on observe effectivement les mêmes types de comportements avec une augmentation des différentes performances dans le temps. De la même façon, nous avons réalisé des essais d'érosion externes toujours aux essais JET, et qui, malgré l'application de fortes contraintes, nous n'avons pas réussi à induire l'érosion dans ce matériau-là, après une durée de cure que je n'ai pas précisée, mais d'environ 28 jours. Donc, effectivement, les formulations aussi pour la craie permettent d'obtenir une bonne résistance au gel, une bonne résistance mécanique et aussi une bonne résistance à l'érosion. À la suite de cette phase, je peux vous montrer aussi quelques autres résultats. Donc là, ici, on a les courbes de résistance à la compression en termes de temps, et puis aussi la classification sur le graphique d'érosion TOC-KD, et qui montre effectivement que l'ensemble des éprouvettes sont dans un état plutôt très résistant. Encore une fois, nous n'avons pas pu déterminer le coefficient d'érosion, dans le sens où le matériau ne s'est pas érodé.
Donc, fort de ces premiers constats, donc, nous avons défini quelques formulations qui fonctionnent. L'idée, ce n'était pas de trouver toutes les formulations, mais trouver à minima des formulations qui fonctionnent et de tester ces résultats-là in situ afin de faire une comparaison labo in situ. Donc, un ensemble de planches expérimentales ont été réalisées. Tout d'abord, des couches d'étanchéité pour tester l'obtention des critères de perméabilité in situ. Des couches de protection afin de voir le comportement de cette couche de protection à la fois à court terme et long terme. Et puis après, la réalisation d'ouvrages pilotes, notamment le grand bassin que vous voyez ici, qui est constitué d'une couche d'étanchéité au niveau du fond du bassin, surplombée de deux couches de protection avec deux matériaux différents, en limon et en craie aussi, et puis avec des digues périphériques qui ont permis effectivement de mettre en eau le bassin et de suivre dans le temps principalement l'évolution de ses performances. Donc, tout l'intérêt déjà dans un premier temps était de définir toutes les modalités et tous les processus de mise en œuvre afin d'obtenir les performances que nous avons obtenues au laboratoire et qui passent à la fois pour la détermination du processus de traitement en termes de taux neuronaux, de modalités de malaxage et de traitement, d'obtention de la mouture visée, tous les processus de mise en œuvre et de compactage, et suivi de l'évolution de la densité et de l'état de surface, et aussi tous les processus de contrôle qui permettent de garantir en effet l'obtention des performances que nous avons recherchées in situ. Quelques petites photos pour illustrer tout ça. Donc, vous voyez un peu à gauche la trace d'un matériau A2 traité à la bentonite qui a permis de faire une couche d'étanchéité. Et puis à droite, une photo qui illustre un peu tout le travail qui a été fait en termes de comparaison de l'évolution d'état de surface avec les différents nombres de passes et l'évolution de densité mesurée. Les photos que vous voyez ici constituent le fond du bassin. Donc, en fait, sous cette couche de protection de cuir, on a une couche d'étanchéité et puis deux couches de protection, donc à la fois en limon et en craie. Et puis la réalisation des différentes étapes pour les digues périphériques. Pardon. Le but étant effectivement de créer une structure étanche pour pouvoir mettre en eau cette couche de protection et voir son évolution dans le temps. Quelques petites photos de réalisation, en effet, et de la mise en place d'un enduit de cure qui permet un peu la cure de cette digue périphérique. Le bassin a été réalisé, donc a été initialement caractérisé avec un ensemble d'essais que je vais vous présenter par la suite, et puis mis en eau durant 1 an, et puis suivi par la suite afin de faire la comparaison T0 et T+1. Donc les quelques résultats que je vous présente ici concernent les essais de perméabilité réalisés in situ au perméamètre simple anneau fermé avant la mise en eau, donc avec les différentes planches. Donc les valeurs qui sont indiquées ici sont plutôt des valeurs moyennes sur différents essais. Et on remarque effectivement que pour l'ensemble des planches, on était en dessous du critère visé qui est de 1,8. Et notamment la planche P4 qui constitue le fond du bassin et qui est réalisée avec un limon 1,1 avec 2% de bentonite et qui a permis d'obtenir une perméabilité avec on va dire, de l'ordre de 1,9. Donc, ces résultats-là montrent aussi que les critères sont obtenus en maîtrisant tout à fait les taux neuronaux visés, et puis aussi les densités, et en travaillant dans les bonnes conditions. Quelques résultats, cette fois-ci, qui concernent plutôt les performances mécaniques pour les couches de protection avant la mise en eau. Donc, effectivement, on a toujours à travers la maîtrise des conditions de densité et taux neuronaux, de bonnes performances en termes d'essais de plaques à court terme, à la fois en talus et au fond, des essais de déflexion aussi de bons résultats, et puis aussi des essais d'érosion que nous avons pu réaliser in situ, avec le même type de dispositif, et qui montre aussi une absence d'érosion pour l'ensemble des couches de protection. Aussi, un des essais qui a été fait pour mesurer les performances mécaniques et plutôt des essais de pénétromètre de type Grizzly, et qui montre aussi des performances assez élevées. On est autour de 50 MPa juste après compactage et avant cure. Par la suite, le bassin a été mis en eau durant une période de un peu plus d'1 an, et à la suite, donc, on a procédé à la vidange du bassin, fait un relevé d'état général du bassin que je vais vous présenter, et puis on a réalisé des fouilles en gradin pour aller tester les performances mécaniques de ces couches de protection qui ont été sollicitées durant cette période-là, à travers des essais de type jet en termes d'érosion, des essais de perméabilité,
des pénétromètres dynamiques en comparaison T0, T plus 1, et aussi des essais particuliers que je vais vous présenter qui concernent tout ce qui est essais de chute d'encre et de traînée d'encre. Donc, en termes d'état général, donc les photos que vous voyez, c'est après un an de mise en eau. Effectivement, ce qu'on voit, c'est juste un dépôt superficiel, mais finalement qui n'est pas issu d'une dégradation du fond du bassin, mais qui est issu du matériau qu'on voyait à T0, finalement, qui est issu de talus, lors du talutage. Et sous ce dépôt superficiel, on va retrouver l'enduit de cure et l'état de surface qui ne subit aucune dégradation, à la fois pour la craie et le limon. Et je rappelle, ça a été laissé en eau durant quasiment un an. On a aussi essayé de réaliser des fouilles afin d'aller tester les performances de matériaux en fonction de la profondeur. On a eu beaucoup de difficultés au regard du matériau qui était très dur, à la fois pour la craie et pour le limon. Une petite photo pour illustrer, pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, c'est au niveau de la chenille de la pelle. Ça vous donne une bonne indication sur la réponse du matériau. Quelques petits zooms sur l'état de surface. Donc, à gauche, on a toute la matrice de la craie traitée. Donc, on voit une bonne matrice et puis on retrouve l'enduit de cure qu'on a mis initialement. Et puis, pareil, au niveau de la photo à droite sur le limon traité. Donc, je rappelle juste, pour la craie, a été traité avec un dosage de 5% de liant. Pour le limon, on est un traitement 1% de chaud et 5% de liant. On a observé au niveau un peu de décollement au niveau des surfaces de talus, mais c'était principalement les zones décomprimées par le talutage initial, comme on peut le trouver, y compris avant la mise en eau. Donc, au-delà de ces constats, on va dire, visuels et d'examen de l'évolution des différents matériaux, passons maintenant à quelques résultats. Donc, tout d'abord, les performances hydriques en termes de perméabilité sur la couche d'étanchéité. Donc, on a ouvert les caissons, réalisé les perméabilités sur la couche de fond. Et puis l'ensemble des mesures sont largement inférieures aux critères visés initialement. Je vous rappelle que le critère était 1,8. L'ensemble des valeurs, on est inférieur à 5,9. En termes de performance mécanique, cette fois-ci, donc on s'est intéressé plutôt à la couche de protection, donc à travers la réalisation de différents paliers ou différents gradins dans les fouilles, et différents essais en termes, ici, vous voyez les essais d'érosion de type jet. Donc, on a travaillé avec l'INRAE en modifiant les performances du dispositif pour pouvoir appliquer des contraintes qui peuvent monter jusqu'à 2000 pascal. Et malgré ça, les photos que vous voyez ici illustrent l'état de surface après l'essai d'érosion et qui montrent une absence totale d'érosion à la fois pour le limon, mais aussi pour la craie. Et comme je disais, les essais ont été réalisés sur différents paliers. En termes d'essais mécaniques, on a aussi procédé à des essais de pénétration, donc au grizzly aussi, au niveau des différentes couches qui ont subi, qui ont été en eau durant un an. Et on observe aussi, pour la majorité des essais, pour ne pas dire la quasi-totalité des essais, des refus dans les premiers centimètres, voire des valeurs globalement autour de 100 ampères avant refus. On s'est intéressé aussi aux essais de perméabilité dans des couches de protection. Donc, ce n'est pas un critère de dimensionnement pour ces couches-là, mais ça nous a permis d'avoir un critère de comparaison entre T0 et T plus 1. Donc, juste pour voir l'aspect durabilité. Effectivement, on voit que la perméabilité des limons traités pour la couche de protection, on est aussi inférieur à 1,5-10-8, donc quasiment les valeurs qui ont été obtenues à T0 et les perméabilités de la couche de protection de craie qui est de l'ordre plutôt de 10, de 10-10 mètres par seconde. Bon, je rappelle pour la craie, à noter que c'est des mesures ponctuelles qui ne sont peut-être pas forcément représentatives de comportement de la couche globale, de par la nature granulométrique de la craie, mais qui sont un très bon indicateur en termes de comparaison de durabilité entre les mesures initiales et les mesures à T plus 1. Nous avons aussi réalisé des essais particuliers qui concernent finalement des tests d'encre à travers une encre je suis désolé, le texte est encore en anglais, je ne l'ai pas traduit, mais une encre qui fait à peu près 1 tonne qu'on a lâchée dans des conditions assez extrêmes, en absence de toute eau, sur une hauteur de quasiment 4 mètres, afin de voir l'impact au niveau du choc, puis après l'impact au niveau de la traînée tout au long du bassin. Donc, en termes d'impact au choc, on a plutôt très peu d'impact, quasiment 2 à 4 cm maximum pour la craie, de l'ordre de 4 à 5 cm pour le limon. Et au niveau de la traînée de l'encre le long du bassin, avec une vitesse d'environ 4 km par heure,
qui est quand même une condition assez extrême en termes de conditions de navigation, parce qu'on est en absence d'eau, et on a, pareil, aucun impact sur cette traînée-là. On retrouve d'ailleurs la trace de l'enduit de cuir que nous avons mis. Examinons rapidement maintenant, dans le peu de temps qui nous reste, on va dire l'évolution des paramètres entre T0 et T+1. Donc les courbes que vous avez en rouge, c'est les courbes des matériaux qui ont été réalisés initialement avec des pénétromètres dynamiques et les valeurs que vous voyez ici au Olympia. Et en noir, les valeurs après un an de mise en eau. Et en fait, effectivement, on constate que la majorité des points, on a un refus superficiel sur les premières couches. Donc là, on est plutôt des essais qui ont été réalisés sur la digue et très peu de valeurs sont allées au-delà de 40 cm. Donc on a quand même un gain de performance sur un an de mesure. Une comparaison vite fait en termes de résistance à l'érosion vis-à-vis des essais de jet. Donc les mesures initiales, on avait des valeurs qui sont plutôt de l'ordre de 130 MPa, mais qui sont principalement liées aux mesures, on va dire, aux limites de dispositifs qui ne permettaient pas d'appliquer des valeurs plus élevées. Et malgré ce qu'on a fait par la suite en termes d'optimisation, ce que l'ENRI a fait en termes d'optimisation de dispositifs, et qui permet cette fois-ci d'appliquer des contraintes qui sont quasiment de l'ordre de 2000 pascal in situ, des vitesses qui peuvent monter à 20 mètres par seconde, et malgré ça, on n'a pas eu d'érosion dans ces matériaux-là, sur les différentes profondeurs, comme vous le voyez, ce soit en surface, en profondeur ou en fond de bassin. Donc, pour synthétiser ces résultats, principalement en termes de perméabilité, on a plutôt des valeurs stables. En termes de résistance des mécaniques, on a plutôt des valeurs stables aussi, voire qui sont plus élevées. Et je vous rappelle qu'on n'a aucune dégradation au niveau des surfaces, voire un gain au niveau de la profondeur. En termes d'érosion, comme je disais, on a plutôt des valeurs qui sont stables entre T0 et T+1. La différence, elle est plus liée à l'optimisation des dispositifs. Et en termes d'impact de chute, on a un impact très limité à quelques centimètres en termes de chute et aucun impact en termes de traînée. Je ne l'ai pas présenté, mais ces résultats-là ont été confirmés avec des essais de résistance mécanique sur certaines éprouvettes en laboratoire. Et pour conclure, je tenais quand même à indiquer que sur l'ensemble de ces résultats-là, et qui ont permis d'aboutir à ces différentes formulations qui fonctionnent, ont été réalisés vis-à-vis un suivi rigoureux en termes de procédures de réalisation, notamment in situ avec un contrôle à toutes les étapes en termes d'identification des gisements, de réalisation des planches et un contrôle continu durant toutes les étapes. Et qui montre effectivement que ce type de dispositif est un dispositif faisable et viable aussi dans le temps. Donc l'idée maintenant, c'est de continuer à suivre les dispositifs et voir ce que ça donne. Et effectivement, la réussite de ce genre d'opération s'accompagne toujours des process de contrôle que j'ai évoqués, mais aussi au respect des règles d'art qu'on pratique dans le domaine routier ou autre et qui s'additionnent à ce qu'on a fait ici. Merci beaucoup de votre attention.